Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast et sur itwest.com. On a tous une musique qui nous évoque un souvenir. Et bien pour le parfum c'est pareil, il y a un côté plaisir, réconfortant, rassurant. C'est avec ces mots qu'Étienne de la Place nous parle de l'idée à l'origine de Kerzon, la marque qu'il a créée avec son frère en 2014. Lessive, savon, parfum, bougies, Kerzon c'est les soins naturels qui sentent bon pour embellir notre maison et apporter cette touche de plaisir à notre quotidien. Mais Kerzon, c'est aussi une belle aventure familiale. Une histoire de complicité, de souvenirs entre deux frères, Pierre-Alexis et Étienne donc, que deux villes, Paris et Nantes, n'ont fait que rapprocher. Alors ouvrez grand vos oreilles car dans cet épisode, Étienne nous embarque dans son univers, celui d'une marque sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Et j'ai tellement aimé ses valeurs, sa philosophie, son ambition, travailler avec conscience et responsabilité, que j'ai même fait revenir Étienne 2 fois. Bref, pour moi, Kerzon a tout bon, mais je vous laisse faire votre opinion. Bonjour Étienne. Bonjour Éléonore. Merci d'avoir accepté de nous raconter ton histoire et celle de la marque Kerzon au micro de Rayonnante. Étienne, on va commencer par parler un peu de toi pour apprendre à mieux te connaître. Alors je sais que tu n'es pas nantais d'origine puisque tu es arrivé avec ta femme et tes filles ici en 2017. Donc raconte-nous pourquoi tu as fait ce choix. Bonjour Éléonore, merci de me recevoir. On a fait ce choix en 2017 parce que Kerzon était une étape de son développement et on avait envie de changer un peu d'air. Et voilà, donc on s'est dit qu'on avait envie de quitter Paris et on a un peu observé les différentes possibilités qu'on avait. Et Nantes s'est un peu présenté comme une évidence parce qu'on trouvait que c'était une ville culturellement extrêmement intéressante, économiquement aussi, et voilà, assez centrale à l'ouest, dans laquelle on avait des attaches. Donc pour nous, c'était une évidence. Et alors quand tu t'installes à Nantes, la marque Kerzon que tu as cofondée avec ton frère Pierre-Alexis a déjà 3 ans d'existence. Donc raconte-nous un petit peu plus en détail qui est derrière cette marque. Donc Kerzon, j'ai monté ça avec un de mes frères, Pierre-Alexis, donc en 2014, avec l'idée derrière on avait tous les deux, on était à une étape charnière de nos carrières et on avait envie d'avoir un projet perso. Voilà, c'est pas très original, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait. Pierre-Alexis, lui, a plus un parcours art déco et il a été freelance en tant que DA et graphic designer pendant 15 ans, en travaillant pour des marques de marques de mode, des marques de lifestyle, des marques de luxe. Et donc avec ce plaisir et ce savoir-faire du packaging, de l'image, donc c'est quelque chose qui était intéressant, sur lequel on voulait capitaliser pour monter une entreprise tous les deux. Et puis moi j'ai plus un parcours école de commerce, expertise comptable assez classique, plus gestion d'entreprise. J'avais déjà dans quelques années avant monté une structure avec un autre de mes frères qui avait été hyper enrichissante. Enfin ça avait vraiment conforté mon souhait de créer une entreprise. Qu'est-ce que c'était comme structure ? En fait, on avait racheté des brevets et c'était des petits accessoires en scratch qui permettaient d'organiser les câbles informatiques pour dissimuler dans les tiroirs, sous les bureaux. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez basique, mais hyper intéressant parce qu'il fallait développer le produit, développer la distribution. Enfin, il y avait un côté sympa. Et puis, finalement, on a fait ça pendant 2 ans et on avait un troisième associé avec qui à partir du moment où ça a commencé à bien marcher, on a commencé à se rendre compte qu'on n'avait pas la même vision. Et donc, on a préféré arrêter. Et puis, donc, on lui a cédé la boîte. Mais moi, j'avais eu ça avait conforté mon envie de créer notre propre business. Et donc voilà, en 2014 avec Pierre-Alexis, on est tous les deux à un stade avancé, on a cette envie de monter quelque chose. Et donc on a réfléchi à beaucoup de choses et en fait ce qui nous a plu et ce qui nous a attiré, c'était le parfum.
avec cette idée c'est un super vecteur d'émotion, un vecteur de plaisir. Et donc on trouve, voilà, c'est un peu comme la musique. On a tous une musique nous évoque des souvenirs. Et ben le parfum, c'est pareil, ça nous évoque, il y a un côté réconfortant, un côté plaisir, un côté rassurant. Donc voilà, on trouvait ça intéressant avec le savoir-faire de Pierre-Alexis du packaging, du graphisme, du visuel. Et donc on a réuni c'est un peu ces deux envies et ces deux savoirs. Et on a développé des pochettes parfumées qui étaient un peu une réinterprétation du sachet de lavande que notre grand-mère avait dans ses placards. Je pense que beaucoup de grand-mères avaient ça dans un vieux bas. Elle mettait de la lavande et ça parfumait le linge. Et voilà. Donc c'était un peu cette idée, en réinterprétant ce sachet avec des parfums beaucoup plus d'actualité et un graphisme plus contemporain. Et voilà, proposer à nos clients une solution pour parfumer son sac à main, son intérieur. Voilà, c'est un peu la genèse de Kerzon. Génial. On reviendra justement sur toute l'histoire de Kerzon, on va en reparler plus en détail après. Mais avant toute chose, je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière et revenir sur un point. C'est que tu nous disais, donc tu as monté ta marque Kerzon avec Pierre-Alexis. Au préalable, tu avais une autre expérience entrepreneuriale avec un autre de tes frères. Il y a aussi ta femme qui a rejoint cette aventure Kerzon. Finalement, est-ce que travailler en famille, pour toi, c'était une évidence ? Alors, c'est une évidence. Et ce que j'ai trouvé, ce qui pour moi est une vraie force, c'est qu'en fait on a une confiance et un respect mutuel, et donc c'est hyper intéressant pour avancer parce qu'on se comprend, facilement. Et on se connaît par cœur, donc en fait c'est super. J'ai envie de te dire, c'est vachement facile. Et alors beaucoup de gens vont dire oui, c'est risqué, vous risquez de vous engueuler et tout ça, mais je pense qu'on a une éducation, nos parents nous ont inculqué des valeurs et nous ont élevés comme ça, où finalement on connaît la limite et on a un respect, encore une fois, mutuel, qui fait qu'on dépasse pas les limites. Donc en fait c'est un super confort. Enfin moi je trouve que ça formidable. Enfin c'est une vraie chance que de travailler avec son frère. Enfin. Ouais, ça va, c'est une vraie chance, tu as raison de dire ça. Et c'est marrant parce que tu disais, voilà, on se connaît par cœur, mais finalement, est-ce qu'en travaillant ensemble, on se découvre pas aussi un peu de manière différente ? Ouais, oui, si, tout à fait, t'évoquais le fait que Julie, ma femme, nous ait rejoint aussi. C'est aussi un côté, c'est comme pour Pierre-Alexis, on se connaît, on se respecte, et donc c'est aussi une force. Maintenant, évidemment qu'on découvre, moi j'avais jamais travaillé avec Pierre-Alexis, donc c'est toujours intéressant de voir comment il travaille, et je suis assez impressionné de cette capacité qu'il a de créer des produits, d'appréhender d'appréhender des situations, des sujets. C'est vraiment, il a une capacité de travail qui est assez dingue, et une capacité d'appréhender les sujets, de les maîtriser de A à Z. C'est assez impressionnant. Et voilà, et c'est pareil pour Julie, on n'avait jamais travaillé ensemble, et donc c'est intéressant de voir comment elle fonctionne, comment elle travaille, et c'est hyper aussi c'est hyper riche et hyper intéressant. Et Julie, ta femme, du coup, elle fait quoi Elle s'occupe de l'administration des ventes. Donc elle fait le lien entre nos revendeurs et la prod, en fait. Et entre Pierre-Alexis et toi, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles ? Alors de fait, Pierre-Alexis est plus sur la création des produits et sur le digital. Et moi je m'occupe plus des revendeurs et des distributeurs. Mais bon, voilà, en fait, en gros, il y a quand même et après, maintenant, on a des gens, mais Pierre qui s'occupe de la prod aussi. Plus maintenant, c'est plutôt Angèle qui nous a rejoint, qui s'occupe de ça. Mais voilà, on essaye d'avoir chacun un peu nos territoires, et en même temps, on échange vachement sur les différents aspects. Donc, en gros, on va travailler un sujet, puis après, on en discute tous les deux avant de prendre la décision. C'est un peu notre mode de fonctionnement, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Du coup, donc, tu nous parlais de l'origine de votre marque Kerzon, de votre idée au départ. Comment est-ce que vous avez concrétisé cette histoire ? Tu vois, comment est-ce que vous l'avez rendue réelle ? De façon assez simple. C'était qu'on voulait travailler des parfums. On n'avait pas un business plan hyper défini avec une stratégie à 5 ans. Voilà, c'était juste, on voulait faire des choses. Il y avait un peu le test and learn, on essayait des choses. Donc pendant quelques mois, on a essayé plein de possibilités de créer ces pochettes parfumées. On a contacté pas mal de parfumeurs.
Et puis on a trouvé un parfumeur qui nous a fait confiance, avec qui on a travaillé. Et ce qu'on trouvait aussi super, c'était que c'était une entreprise du patrimoine vivant. C'était un vrai acteur qui avait un vrai savoir-faire, une vraie réputation sur le travail des matières naturelles. Parce que évidemment que le début de Kerzon, c'était aussi, on voulait avoir une société, une entreprise qui ait du sens. C'est un peu tarte à la crème, mais l'idée c'est que voilà, on voulait quelque chose qui soit responsable économiquement, socialement, financièrement. Enfin, on voulait cet équilibre. Dès le début, c'était votre idée. Dès le début, on trouvait qu'il fallait on avait une vision de la création d'une marque et d'un business qui soit responsable. Enfin, c'est un peu simple, mais voilà, on a commencé à travailler avec des ateliers protégés, avec des ateliers qui font travailler des personnes en situation de handicap. Pour nous, ça paraissait être une évidence et un côté intéressant, justement, de montrer qu'on peut faire du business, gagner sa vie, être rentable, mais tout en faisant appel à des travailleurs en situation de handicap. On avait cette responsabilité aussi environnementale dès le début. On voulait que nos parfums aient des compositions hyper clean, que évidemment que les emballages avec lesquels on travaillait aient un impact sur l'environnement qui soit le moins impactant. Enfin voilà, pour nous ça paraissait j'ai envie de dire, c'était un peu une évidence, quoi. D'ailleurs, du coup, je reprends mes notes parce que je sais que tu vois, sur votre site, il est écrit un peu comme un mantra, un esprit sain dans un corps sain, dans une maison saine, sur une planète saine. Concrètement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de communiquer là-dessus? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de Kerzon, c'était on voulait proposer des soins naturels du quotidien. Et l'idée, c'était que on voulait le parfum étant le moteur, étant le driver, on voulait proposer à des gens des produits sains et naturels avec un vrai parfum complexe et intéressant qui apporte du plaisir. Voilà, donc c'était cette idée, un petit peu, on va dire, réconcilier le monde du naturel avec le monde du parfum. Souvent, c'est hyper caricatural, mais souvent, on va dire que une lessive ou du parfum ou des choses comme ça, industrielles, a une composition un peu douteuse, mais un parfum hyper crapuleux, hyper source de plaisir. Et puis à l'inverse, des matières, des propositions naturelles, la Biocop, tout ça, c'est des compositions hyper clean, mais le parfum est un peu boring, en étant hyper synthétique et caricatural. Et nous, l'idée, c'est qu'on voulait réunir un peu ces deux mondes, en se disant, on fait pas de compromis sur la composition, c'est une évidence, c'est naturel, c'est propre, il y a pas il y a des listes courtes et il n'y a pas de composants problématiques, mais en même temps, on va travailler intensément et le parfum, et c'est pas parce que c'est une lessive, c'est pas parce que c'est une bougie, c'est pas parce que c'est une brume parfumée qu'il faut que la composition olfactive soit mal travaillée ou que les composants soient de mauvaise qualité. Et donc c'est un peu, moi je fais souvent un parallèle avec l'alimentation, avec la nourriture, si on commence à travailler avec des bons produits, des produits naturels bien travaillés par les producteurs, et derrière le cuisinier, il n'a pas grand chose à faire, en tout cas beaucoup moins de choses à faire pour que l'assiette soit excellente. Il a juste à bien la cuire et à bien l'assaisonner. Mais voilà, c'est pas. Et nous, pour le travail de nos produits, c'est un peu la même chose. On part sur des composants hyper sains et avec un vrai travail de produits, de parfums naturels et sains. Et donc finalement, le mélange des deux fait qu'on a un produit sain et plaisir. Parce qu'on a travaillé la complexité du parfum pour que ça soit intéressant, quoi. C'est la même exigence de qualité sur le parfum de savon, de lessive ou de bougie qu'un parfum de niche, quoi. C'est un peu l'idée de... Et est-ce que c'est aussi efficace? C'est une vraie question. En fait, moi, avec Piraxis, c'est un sujet qui nous passionne, donc on pourrait y passer des heures, mais si je voulais être synthétique, en fait, l'idée, c'est que le naturel a toujours existé, et la saponification, si on parlait de savon et de lessive, c'est une réaction qui est ancestrale, qui date du savon d'Alep, et où on met de la soude et de l'huile, et ça fait une réaction, de la soude ou de la potasse, en fonction si on veut que ce soit du savon liquide ou solide, et il y a une réaction qui fait que ça devient du savon et que ce savon lave. Et ce savon lave parce qu'il y a un tensioactif qui fait que et tout ça est 100% naturel et qui fait que ça lave ou le corps ou le linge. Voilà. Et en fait, en étant encore une fois hyper caricatural parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est qu'en fait, on a, pour des soucis de production de grosses quantités et pour les soucis de rentabilité, les industriels ont
copier la nature en faisant des tensioactifs chimiques, ou en enlevant, en clonant chimiquement la nature. Et donc finalement, si on revient à la nature, on a autant d'efficacité que ce que fait la chimie, tout en ayant des produits naturels et bons pour l'environnement et bons pour son corps. Donc, ça a la même efficacité. C'est juste que il y a cette nécessité d'avoir des produits de moins bonne qualité parce qu'on veut être plus rentable. Mais après, voilà, c'est tous les industriels, et je suis pas en train de jeter la pierre à tous les industriels. Il y a des industriels qui font je veux pas un côté clivant, artisan, industriel. C'est qu'il y a des industriels qui font les choses aussi très bien, très proprement. Mais voilà, mais après guerre, il y a une nécessité de faire des grosses productions avec des coûts de revient pas forcément trop importants, et donc on a cloné la nature parce que ça coûtait moins cher, tout simplement. Ouais, ok, mais l'efficacité, on revient à des produits naturels qui sont aussi efficaces que les produits chimiques, voire, et j'ai envie de te dire, plus, parce que évidemment ils sont aussi efficaces, mais en plus ils sont encore plus riches. L'huile t'apporte un bien, traite le linge ou ton corps, il apporte beaucoup de bienfaits que la chimie n'a plus à enlever. Donc j'ai envie de te dire, c'est limite plus efficace. On revient un peu aux recettes d'antan, les recettes de nos grands-mères, quoi. Exactement. C'est comme le bon pain. Pendant très longtemps, on a eu le pain était fait, le pain était noir. Et puis il y a une mode dans les années, je sais pas combien, on a voulu ultra raffiner la farine, et on avait du pain blanc. Le pain blanc, la baguette blanche moulée. C'était inintéressant, mais c'était une gage de réussite et de chic et de modernité que d'avoir du pain blanc. Et puis, depuis quelques temps maintenant, on revient avec une volonté d'avoir des pains avec des farines hyper complexes et tout ça. Je pense que c'est un cycle. Pour le savon, la détergence, des choses comme ça, on revient aussi à ce même principe où on veut des produits sains pour l'environnement, pour soi, mais en même temps source de plaisir avec du vrai parfum, une complexité pour procurer du plaisir, tout simplement parce que c'est pas très drôle de faire sa lessive, c'est pas très drôle d'entretenir son intérieur. Donc si ça peut être avec des produits sains, c'est agréable. Si c'est avec des produits avec un parfum qui apporte du plaisir, c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, cette notion de plaisir. Pour du coup avoir testé les lessives Kerzon, je trouve que tu ressens vraiment ça, quoi. Tu vois, quand tu vas faire ta machine, t'es content de mettre ta machine qui sent bon, et t'es content de sortir ton linge qui, du coup, tu vas le sentir, quoi. Tu vas le renifler en disant, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, et en plus, elle est toute propre, et voilà. Ouais. C'est gentil ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'idée de Kerzon depuis le départ, c'est de se dire qu'on travaille sur le parfum, la complexité, pour que ça marque les esprits et que tu deviennes addict au parfum, et sans avoir à faire de compromis, encore une fois, sur la qualité ou sur la naturalité du produit. Mais voilà, et après, le vrai défi et le vrai challenge, c'est de travailler des parfums et faire une lessive parfumée. On fait du parfum et on fera une lessive, mais en réalité, il faut qu'il y ait un vrai travail pour faire en sorte que le parfum tienne sur le linge, tienne au lavage. Il y a vraiment une vraie recherche. Ouais, en tout cas, tu vois, en tant que consommateur, j'ai vraiment retrouvé cette notion de plaisir, quoi, d'aller me faire ma machine, quoi. Tu vois, alors que c'est plutôt une tâche ménagère assez chiante, quoi, en soi. Exactement. Et du coup, je me demandais où sont fabriqués alors vos produits. Depuis le début, c'était une évidence pour nous de faire fabriquer en France. Alors pas parce qu'on est franco-français, mais l'idée c'est qu'on a un vrai savoir-faire en France dans le monde de la cosmétique, et on a des vrais maîtres savonniers et des vrais parfumeurs. Donc c'était ça avait du sens que d'aller faire appel à des gens un savoir-faire français. Et il s'avère que ils sont souvent à quelques kilomètres d'écart, donc il y a aussi un impact environnemental qui est intéressant, de se dire que le savonnier soit à côté du parfumeur, ça a du sens, quoi. Et il y a toute une offre aussi que vous avez développée en lien avec l'écologie qui s'appelle la boucle Kerzon. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, nous expliquer comment ça fonctionne ? L'idée de la boucle, c'est qu'en fait c'est la conséquence du remplissage de nos lessives. En 2017, on a ouvert une boutique à Paris dans le Marais, et avec l'idée, c'était de présenter l'offre Kerzon au global. Et donc en 2007, on a aussi, l'idée de Kerzon, encore une fois, c'était d'avoir des produits responsables. Et donc on a fait hyper attention à la composition de nos packaging et tout ça, mais on peut faire un débat philosophique sur est-ce que c'est du plastique, du PET, de l'aluminium, peu importe. La vraie écologie,
enfin pour nous, c'est que le bidon, quel qu'il soit, il soit utilisé le plus de fois possible. Donc en fait, dès 2019, pardon, on a proposé à nos clients de venir remplir leurs bidons de lessive, leurs bidons de savon liquide, tous les liquides chez Kerzon aujourd'hui sont remplissables à la boutique. Et depuis 2020, on a étendu cette offre qui était un peu réservée aux gens d'Île-de-France parce que géographiquement c'est comme ça et qu'il fallait qu'on trouve la solution. Et donc là maintenant, en fait, l'idée de la boucle, c'est que vous renvoyez votre bidon vide. Et en fait, on voulait rempli. Donc voilà, donc le bidon, et on travaille avec Colissimo, qui comment compense son émission de carbone. Alors, c'est un premier pas, on pourrait en faire encore mieux. Hein, c'est juste, voilà, il y a évidemment que on peut toujours s'améliorer, mais on trouve que c'est une première étape. Et aujourd'hui, ce qui est hyper agréable, on se rend compte qu'à la boutique de Paris, on vend plus de refill de nos produits liquides que de produits neufs. Donc là, on est hyper content et que la boucle, en fait, le refill en 2019, il a un peu mis du temps à commencer. C'était un petit peu le quartier. Maintenant, voilà. Et maintenant, je te dis, on arrive à remplir. Enfin, on vend plus de refill que de produits neufs en liquide. Et aujourd'hui, la boucle, elle a hyper bien démarré et on est hyper content parce que les gens comprennent qu'il y a, que c'est une vraie solution que quel que soit le bidon, quel que soit le contenant, l'idée c'est qu'en fait il faut le réutiliser le plus de fois possible. Ouais. Et du coup, ce qui veut dire, tu vois, par exemple, donc moi qui n'habite pas à Paris, donc là tu expliquais que je peux renvoyer mon bidon par colis et que du coup vous le remplissez et vous me le renvoyez. Est-ce que ça fonctionne beaucoup parce que c'est quand même une vraie démarche pour le client, tu vois? Alors, ce qu'on voulait, c'est que, chez Kerzon, on pourrait faire de la com et du greenwashing en disant, voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'est que la démarche, elle soit écologique et économique. Et donc, en fait, pour inciter les gens à le faire, il fallait qu'il y ait un intérêt économique. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tous les produits Kerzon, vous les achetez 3 € de moins quand vous les remplissez. Et donc, l'idée, c'est que vous achetez 3 bidons à partir de 3 bidons. Un Colissimo de bidon vide, ça va coûter entre 5 et 6 €. Donc à partir du moment où vous avez vous renvoyez 3 bidons à remplir, et ben vous êtes gagnant économiquement et vous êtes gagnant écologiquement. Et donc c'est cet équilibre qui fait qu'en fait ça fonctionne hyper bien. Voilà. Et après on a des clients qui le font, qui envoient 1 ou 2 bidons et qui eux n'ont pas du tout ce paramètre économique, mais c'est le vrai paramètre écologique. Mais on voulait que les deux soient, évidemment que l'écologie, s'il y a un paramètre économique qui l'aide, c'est encore plus vertueux. C'est une carotte supplémentaire. Quoi. Et donc voilà, donc nos clients ont plusieurs bidons chez eux, et puis on a un bidon qui transite régulièrement. Et c'était cette idée encore une fois, de consignes un peu inversées, mais un peu plus simple, et avec des points relais, des Colissimo, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est assez facile, quoi. Alors, je reviens un peu sur l'histoire, sur les débuts de Kerzon. On est en 2014, là, donc vous avez cette idée avec Pierre-Alexis, vous vous lancez. Je trouve que ce qui est génial, c'est que tous les deux, vous venez pas du tout du milieu de la parfumerie, et pour autant, vous avez réussi à vous faire un nom dans cet univers. Comment est-ce qu'on fait, tu vois, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire de pas être issu finalement de cet univers-là? Alors, j'ai envie de te dire, je pense que c'est une force, parce qu'en fait, on n'est pas formaté par ce milieu-là, mais comme tout milieu, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une vision différente des choses. Donc, on n'a pas fait d'école de parfumerie. En revanche, on a vachement travaillé le sujet. Et donc, donc pour nous, moi, j'ai envie de te dire, c'est vraiment une force. Tu vois, en 2014, quand on a commencé à développer les premiers parfums, et ben dès le début, comme et surtout Pierre-Alexis, on avait travaillé énormément ce sujet-là. En fait, on a très vite compris qu'il y avait des composants un peu douteux ou un peu qui nous paraissaient pas nécessaires, des additifs, des choses comme ça dans les parfums. Donc les premiers briefs qu'on a fait à nos parfumeurs, on leur a demandé d'évincer ce genre de composants qui étaient potentiellement problématiques ou qui allaient l'être. Et c'est vrai que les parfumeurs avec qui on a travaillé nous prenaient un peu pour des yeux berlus des petits bobos du Marais en disant c'est compliqué. Mais voilà, je pense que c'est cette méconnaissance
enfin le fait qu'on n'ait pas eu 15 ans d'expérience dans ce domaine-là, qui nous autorisait, alors parce que en réalité, ça voulait dire que peut-être qu'on se privait de certaines notes olfactives, on se privait de certaines complexités, mais comme on le savait pas, on s'est autorisé à le faire parce qu'encore une fois, l'idée de Pierre Raison, c'était de se dire qu'il faut se faire plaisir, mais avec une certaine responsabilité quand même environnementale et donc voilà, donc il était hors de question d'avoir des produits problématiques des composants problématiques dans nos produits, quoi. Et justement, vous arrivez dans un marché qui est quand même très concurrentiel. Là encore, se faire une place parmi des géants comme des L'Oréal, c'est pareil, ça a été une complexité supplémentaire. Comment vous l'avez vécu ? Je sais pas si c'était une complexité supplémentaire, mais l'idée c'est que plus il y a de la concurrence, ce qui nous aurait embêté, c'était de créer des produits pour lesquels il n'y a pas de marché. Et donc en fait, à partir du moment où il y a un marché, on essaie d'avoir une offre et il faut que l'offre soit différente. Plus le marché est important, plus il y a de la place à faire et plus il y a des parts de marché à gagner. Donc c'est passionnant, c'est aussi motivant, c'est un challenge. Et puis nous l'idée c'était qu'il fallait on était stimulé à apporter des nouveautés. Donc quand les pochettes parfumées, ça n'existait pas vraiment. Les brumes parfumées qu'on a sorties, c'est qu'il y avait le monde du parfum corporel et il y avait le monde du parfum d'intérieur. Et en fait, on se rend compte que la frontière entre les deux, elle est hyper ténue et c'est un peu que du marketing. Et donc on trouvait ça intéressant de sortir un produit. Nos brumes parfumées sont et pour le corps et pour le linge. Voilà, c'était un peu différenciant. C'est pas disruptif, on n'a pas révolutionné le monde, on n'est pas allé sur la lune, mais c'était ces petites nouveautés. Quand en 2017 on lance nos premières lessives, il y avait une marque américaine qui s'appelait The Laundress, il y avait Kurkdjian qui sortait des super lessives hyper intéressantes, mais à 60 € le litre. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui proposait une lessive accessible, naturelle et parfumée parfumée plaisir. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là où il faut en 2019, bien avant le Covid, on avait on connaissait tous le gel hydroalcoolique qu'on utilisait. C'est gélifiant, c'est pas très agréable à utiliser. Donc nous on a essayé de le proposer en version plutôt liquide qu'en gel. Et puis on s'est dit on a toujours un peu les mains râpeuses, un peu les mains qui sont asséchées. Donc on va rajouter de l'aloe vera et de la glycérine pour un peu nourrir et hydrater les mains. Et puis Kérison, c'est le parfum, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter comme plaisir à cet usage, et donc on a rajouté du parfum. Donc voilà, donc en 2019, alors évidemment qu'avec le Covid et tout ça, on en a vendu des caisses, mais c'est cette idée de régulièrement d'essayer de faire des petites innovations, d'apporter quelque chose en fait, tout simplement. Et quand vous créez des nouveaux produits, c'est pour répondre à une demande ou c'est parce que vous dites tiens, on peut aller sur ce terrain-là, il y a quelque chose à faire? Alors encore une fois, on n'a pas fait de business plan, de stratégie à 5 ans, c'est du feeling. Et ça c'est la vraie. Enfin, tu me parlais de Pierre-Alexis et de ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'est qu'il a une vraie créativité. Mais c'est un vrai creative business, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans des idées complètement farfelues, c'est qu'il y a de la créativité et en même temps il faut que ça se déroule et c'est l'exécution d'une idée qui est le plus important. L'idée en soi on en a tous plein, mais c'est le savoir l'exécuter et il est très très fort là-dessus. Et donc l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut faire comme produit nouveau, qu'est-ce qu'il y a besoin. Mais typiquement la lessive, on a fait du savon liquide, on s'est rendu compte que la lessive c'était du savon liquide. Je caricature un peu, mais c'est presque ça. Et donc on s'est dit, si on sait faire du savon liquide, on peut faire de la lessive. Donc évidemment, quand en 2017 on a lancé ces lessives, on nous a regardé un peu comme des fous en disant quelle idée. Mais finalement, c'est juste la suite logique et finalement nos grands-parents. Enfin, on n'a pas besoin d'aller hyper loin. Nos grands-parents avaient du savon de Marseille qu'ils utilisaient pour se laver, pour faire la vaisselle, et en copeaux pour faire leur lessive. Voilà, et c'est nos grands-parents. Enfin, c'est pas il y a 1000 ans. C'est juste il y a peu de temps. Et donc on revient encore une fois au basique, mais avec encore une fois cette idée de plaisir parce que par le parfum. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, par exemple, dans ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que il faut imaginer créer des choses
tout le temps. Enfin, il faut te remettre en question perpétuellement. Il y a aucun acquis, il y a aucune certitude. Donc c'est aussi un côté stressant évidemment, mais aussi passionnant. Et l'idée de Pierre-Alexis, c'est qu'avec Pierre-Alexis, on était d'accord, c'est qu'on a voulu monter un business qui soit responsable, on a dit socialement, écologiquement, mais aussi économiquement. C'est-à-dire que financièrement, dès le début, on voulait que notre business soit pérenne et rentable. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs, on a de compte à rendre à personne entre guillemets. Et donc on peut faire les choix et les décisions qu'on peut. Enfin, quand encore une fois en 2007, on a lancé la lessive, c'était pas personne. Enfin, il n'y avait pas de business plan, il y avait rien, et personne ne pouvait imaginer que ça allait fonctionner. Donc c'est ça qu'on trouve intéressant. Et donc c'est cette liberté qu'on a dans la création, enfin, dans le business, et puis de créer une idée, d'avancer. Enfin, c'est ça qui est passionnant. Ouais. Ouais, c'est l'air génial. En tout cas, tu as l'air de t'éclater dans ton projet. Ça fait C'est plaisir. passionnant parce que c'est plein de rencontres aussi. Enfin, c'est aussi des rencontres hyper variées de gens de notre milieu, de petites entreprises, mais des fabricants, des artisans, des savonniers, des parfumeurs. Enfin, c'est canon, et c'est ça c'est une espèce d'émulation. Et il y a une vraie communauté entre guillemets d'entrepreneurs, et que je trouve encore plus dynamique à Nantes. Qu'à Paris. Enfin, à Paris, elle l'est aussi, mais je trouve qu'à Nantes, comme c'est une ville plus réduite, c'est hyper facile entre midi et deux d'aller déjeuner avec un autre entrepreneur et d'échanger hyper facilement. À Paris, c'est possible, mais finalement, il suffit qu'il y en ait un qui soit dans le 17 et l'autre dans le 10 la pause déj, elle est plus complexe à trouver. Alors que la proximité, donc il y a une espèce d'émulation qui est hyper vertueuse, quoi. On reparlera, je pense, un peu plus dans un détail de justement toi, ta position d'entrepreneur à Nantes, et ton frère qui est quand même à Paris, installé à Paris, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on reviendra là-dessus. Je voulais juste qu'on fasse encore un petit moment sur la marque, Bien parce sûr. que du coup, on n'a pas parlé par exemple de l'origine de votre nom, qui sonne breton, mais du coup, je vais te laisser nous raconter comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce nom-là. L'idée de Kerzon, en fait, Kerzon, c'est une maison de famille, et donc voilà, Kerzon est une histoire de famille, donc ça avait du sens. Et l'idée aussi, c'est Ker en breton, ça veut dire chez, et zon, c'est un peu l'infinitif de maison, donc Kerzon, ça veut dire un peu la maison. Donc voilà, on trouvait on trouvait que l'idée était rigolote, quoi. Et si tu voulais faire découvrir ta marque aujourd'hui, quel produit tu conseillerais d'acheter en premier ? Moi, je suis un gros fan des lessives parce que c'est vraiment un produit différent et qui est une vraie source de plaisir. Donc ça, c'est cool. Et après, nos savons liquides. L'idée, c'est que le matin, on a tous du mal à se lever, et ce moment où on prend notre douche ou notre bain, on trouve cool que ce moment soit accompagné d'un savon liquide hyper naturel, avec une super belle solidification, avec des super huiles qui apportent une vraie texture, un vrai plaisir, adossé à un parfum aussi hyper intéressant. Et voilà, donc l'idée, c'est que ce que je trouve hyper cool, c'est que le matin, vous avez un ou deux bidons de savon Kerzon, ou même quand je dis des bidons, mais ça peut être du savon solide. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous avez le petit bar à savon, et le matin, vous prenez en fonction de l'humeur du jour, comment s'est passée la nuit de votre journée, vous pouvez choisir tel ou tel parfum. Et c'est une petite source de plaisir comme ça qui est agréable, comme pour la lessive. Hein. En fait, en fonction de la lessive que vous faites ou du moment de la journée, vous pouvez choisir différents parfums. Enfin, c'est comme ça que moi j'aime que les gens utilisent nos produits. Et est-ce que c'est les produits que vous vendez le plus ? La La lessive et ouais. les savons. Ouais. On vend, la lessive, c'est le produit qui a la plus forte croissance et qui se vend le plus. Et après, en fait, l'idée de Kerzon, encore une fois, c'était de travailler sur le parfum, l'univers olfactif et le plaisir. Et donc, ce qu'on trouve aussi hyper cool, c'est que les gens rentrent peut-être découvrent la marque par le savon liquide, par la lessive, par les bougies, et après derrière vont hyper déployer vont adorer un parfum. Nous, notre best-seller, c'est Place des Vosges ou Petit Grain, par exemple, ou Mycaline. Et donc, nos clients vont acheter un peu un pot Total Look. Ils vont acheter la lessive Petit Grain, l'eau multiple Petit Grain, le savon Petit Grain. Et voilà, ils vont s'approprier le parfum et vont le décliner sur plein de supports. Et c'est ça qu'on trouve. C'est ce que tu me disais. Je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire que oui, en effet, comme t'aimes une odeur, et du coup, tu vas la décliner dans ta bougie, dans ton parfum. C'est parce que c'est une source de plaisir, il y a un côté rassurant, il y a un côté plaisir. Tu vois, l'idée des brumes qu'on avait lancée en 2014, et avec les pochettes, il y a les brumes et avec des bougies qui ont le même parfum, et on trouvait ça hyper intéressant de se dire que
t'as la bougie chez toi, t'as la brume qui est ton parfum, qui est du même. On a, toi, Jardin Luxembourg, ça a été un best-seller pendant longtemps. On avait la bougie Jardin Luxembourg, la brume Jardin Luxembourg, et en fait, la personne qui voyageait pouvait emporter avec elle la brume et donc pouvait se parfumer ou parfumer sa chambre d'hôtel et se remémorer un petit clin d'œil à sa maison, à son intérieur, tout en étant en voyage. Enfin, toi, ce genre de choses qui fait que finalement tu t'appropries des parfums et tu les associes à un souvenir et à une. Ouais. Et Mais à du un coup, est-ce que plaisir, ça veut dire que quand vous créez, tu vois, dans votre processus de création, est-ce que ça veut dire que vous commencez par penser à une odeur et vous la déclinez sur vos produits, ou est-ce que vous commencez par penser des produits et ensuite l'odeur vient se mettre, enfin c'est mal dit, mais Non mais si, non, mais je vois ouais. très, très, très bien ta question parce que j'ai en fait la réponse, je peux pas te faire une vraie réponse parce que enfin, ça dépend des il y a des parfums qu'on a déclinés parce que on les a sortis dans un certain support et on a vu que ça plaisait et puis d'autres qu'on a déclinés parce qu'on savait qu'il allait plaire directement et pour le décliner. Donc en fait c'est un peu les deux. Mais avant, enfin en tout cas maintenant on développe des parfums et on développe des parfums en se disant qu'il faudra qu'ils soient disponibles dans tous les produits parce qu'on enfin c'est aujourd'hui on a une enfin nos clients sont le retour enfin, la chance qu'on a c'est qu'on a et un e-shop, on a une boutique et surtout on a dès le début on a développé Kerzon en omnicanal donc avec des revendeurs et donc on a des revendeurs des distributeurs dans plein de pays enfin voilà et donc enfin on a un vrai retour aujourd'hui on a un vrai retour client et donc nos revendeurs en France ou à l'étranger ont tous ce discours-là en nous disant et on se rend compte à la boutique tous les jours, c'est que nos clients viennent par le parfum. Ouais, d'accord. C'est le parfum qui leur plaît et donc ils déclinent plus que je viens acheter. Alors, si, il y en a qui viennent acheter une bougie, mais on se rend compte que le premier achat, c'est un besoin de bougie, de lessive, de savon liquide, voilà. Et après, souvent, le second achat ou le réassort, c'est vraiment lié au parfum qui leur a plu, qu'ils ont envie de décliner. Et le parfum que vous vendez le mieux, c'est Place des Vosges, tu Ouais. disais? Ouais. Et on sait pas, enfin, c'est hyper intriguant, on sait pas Ouais. pourquoi. C'est vrai? On aimerait savoir pourquoi Ouais. pour le refaire. Hein. Mais alors, comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? C'est des souvenirs. Enfin, les premières collections, on les a sorties. On est parti sur les souvenirs de voyage. Toi, une première c'est des parfums sur la Méditerranée, des parfums sur du cuir du cigare, une espèce de maison de famille un peu classique. Et puis aujourd'hui, c'est toujours les voyages, mais c'est aussi, enfin, c'est des souvenirs qu'on a envie d'évoquer. Tu vois, l'un des derniers parfums, c'est Feuille de figuier qu'on a sorti en exfoliant et puis en eau multiple. Voilà, l'idée c'était de se dire, la figue est quand même un parfum. C'est la feuille de figuier a un parfum hyper agréable, hyper intéressant, et donc c'est dans ce sens-là où on sait c'est quelque chose qui évoque des souvenirs, du plaisir. Donc on essaie de le travailler intelligemment pour que ça propose quelque chose de plus complexe, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment l'inspiration, elle est là. Et puis c'est des voyages, c'est des rencontres, c'est petit grain, tu vois, c'est cette envie d'avoir de la fleur d'oranger, un parfum plus enfantin, qui est un côté. On associe l'enfance souvent à la fleur d'oranger. Donc toi, c'est cette idée encore une fois, de travailler sur la mémoire et le souvenir. On va parler un peu plus développement de la marque Kerzon, mais tu disais que vous étiez présent aujourd'hui dans le monde entier. Vous êtes présent dans combien de pays pour qu'on se rende compte un peu? On est présent dans tous les pays d'Europe et puis après on a dès le début et je crois que notre 10e revendeur c'était une boutique à New York parce que dès le début on avait la conviction qu'on voulait être omnicanal et qu'on voulait être présent en ligne, avoir eu des boutiques physiques. Et puis des revendeurs, parce que l'intérêt, c'est que ça permet de développer la marque hyper facilement, de faire du volume et d'être connu. Et donc, en fait, on a vite prospecté des clients et en fait, envoyer aujourd'hui des parfums, des bougies, de la lessive aux États-Unis, c'est hyper facile. Enfin, il y a rien de. Enfin, non, mais c'est hyper facile. Évidemment, il y a du réglementaire, il fait des fiches données de sécurité, des choses comme ça. Mais ça, bon, il faut juste. Travailler le sujet, mais aujourd'hui, avec FedEx ou DHL, je sais pas quoi, c'est hyper facile. Et donc, et en fait, on se rend compte que les revendeurs à travers le monde sont en quête de nouveautés perpétuelles. Et donc, en fait, ils sont hyper contents d'avoir la marque émergente française, danoise, allemande aux États-Unis. Et puis inversement, en Europe, on est content d'avoir la marque émergente au Japon, en Asie et tout ça, et en Asie aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'est que dès le début,
on a développé ce réseau de revendeurs et on était un peu innocent, mais on se disait pourquoi se cantonner à la France ou à l'Europe si on peut aller dans différents pays. Et puis après, on a fait des salons professionnels. Pardon, excuse-moi. Et l'idée, c'est que aussi la boutique dans le Marais nous a fait connaître aux yeux de distributeurs. Et donc, on a des distributeurs aux États-Unis, Hong Kong, en Chine, à Taïwan, en Australie. Et puis là, aujourd'hui, on développe encore plus l'international. Et donc, on est en discussion avec des gens, comme à Dubaï, des gens en Iran. Enfin voilà, il y a plein de demandes comme ça, mais c'est la suite. Pour nous, c'est la suite logique, c'est le développement. C'est intéressant. Et attends, parce que du coup, ouais, tu dirais que pour se faire connaître auprès de tous ces revendeurs là, internationaux, les best practices, en gros, ce serait d'avoir une boutique un peu qui soit ta boutique vitrine et de faire des salons professionnels. C'est ça, si j'ai bien compris? Ouais. Alors, enfin, les gens nous demandent toujours comment ça se fait qu'on a été au Bon Marché, chez Colette, on est à la Samaritaine, des trucs comme ça. Mais en fait, des belles boutiques comme ça. Mais l'idée, c'est que ces boutiques-là, quand elles bossent bien et quand à la tête, il y a un acheteur ou quelqu'un qui fait une sélection, ils sont, eux, pour leurs propres clients, en quête de nouveautés. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Eux, ils ont intérêt à dénicher des marques émergentes. Et pour faire plaisir à leurs clients qui sont en quête de nouveautés. Et nous, on est content d'être chez eux. Donc, en fait, c'est hyper vertueux. Et donc, nous, très vite, je veux dire, on était au Bon Marché. Bon Marché, dans les 6 mois, on y était. Mais parce que voilà, il y a cette démarche de cette quête de nouveaux produits. Et on est chez plein d'indépendants en région et qui ont aussi cette quête de nouveaux produits à proposer. Après, le nerf de la guerre, c'est qu'il faut que le produit soit de qualité, à un prix juste et apporte quelque chose. Parce que si on veut y avoir du réassort derrière et si on veut que les produits se vendent aux clients de nos revendeurs, il faut que les produits soient bien. C'est un peu. Mais il n'y a pas de stratégie, c'est pas une. C'est juste. Après, c'est du boulot, évidemment. Être entrepreneur, c'est du boulot. Faut prospecter, faire des salons, revendre, discuter, échanger. Si le produit est bien et répond à une problématique et avec un juste prix, ça fonctionne. L'idée de Kerason, je te dis, dès le départ, on voulait des produits de qualité, responsables, mais aussi avec cette notion de prix juste. C'est un peu galvaudé comme terme, mais ça veut dire que c'est hyper facile de faire un produit luxueux à 70 balles. Faire un produit de luxe hyper cher, j'ai envie de te dire, c'est assez facile. L'idée, c'est de trouver le juste prix. Et justement, cette notion de prix juste, comment est-ce que vous le fixez? Parce que, tu vois... c'est assez simple, c'est qu'on a des coûts de revient, parce qu'on travaille avec des labos, et donc on achète tous nos composants. On n'achète pas de produits sur étagère, on les conçoit. Donc on achète le packaging, on le fait produire, on achète tous les composants, puis après on le confie à un labo qui l'assemble, qui font les produits. Voilà. Et l'idée, c'est que derrière, tu travailles avec un espèce de savoir-faire qui fait que ton produit est de qualité parce que derrière, tu as mis des bons composants et tu le vends. Tu as un coût de revient qui est ce qu'il est. Et après, tu dois faire une marge pour vivre. Donc, où tu fais une marge d'américain hyper importante et tu as un prix super cher. Et voilà. Mais nous, c'était de le dire qu'il fallait qu'on trouve la marque juste pour continuer à vivre et avoir un coût de revient, le prix de cession que tu vends à la boutique. Pour être plus synthétique, tu as un produit, il a un coût de revient, Kerason doit faire une marge pour vivre, et après ce produit-là, si tu as des revendeurs, tu le revends à un certain prix aux revendeurs qui vont faire une marge, et donc le client final le paiera un autre prix. Mais si il y a un cumul de marge qui est cohérent et pas et donc en fait tu arrives à un prix de vente public qui est ce qu'il est, et après la lessive 18 € le litre. Il y a des gens qui vont dire que c'est extrêmement cher parce que par rapport à des 5 € et en même temps c'est le prix de la naturalité, c'est le prix de la qualité, c'est le prix du et tant qu'il y a une relation de confiance avec tes clients et qui se rendent compte que ce prix-là, encore une fois, je fais toujours le même parallèle avec la nourriture, mais ton kilo de tomates à 4 € de ton et quand je dis petit, c'est pas un jugement de valeur, mais sur le maraîcher du coin de la rue, parce que il sait qu'il travaille bien, ça coûte 4 € parce que lui, c'est ce que ça lui coûte, et que derrière, tu as un produit ultra quali, tu viens. Si en revanche, il te le vend 4 € et que c'est pas bon, tu n'y reviendras pas. Et donc, c'est cet équilibre à trouver. Et nous, c'est un peu pareil. Nos prix,
c'est le prix de la qualité entre guillemets. Et après, c'est évidemment pas accessible à tout le monde. C'est évidemment pas un prix qui est important. Mais comme je dis, tu vois, 18 euros le prix de la lessive, et ben 18 euros, tu vois, un bidon d'1 litre, ça fait une lessive pour une famille de 4 personnes pour un mois en gros. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est 18 euros par mois. Enfin, je veux dire, c'est facile dans un arbitrage. C'est peut-être un bouquet de fleurs que tu prends moins ou tu vas acheter ton bouquet de fleurs chez un vrai fleuriste qui va te durer, au lieu de durer une semaine, qui va te durer 15 jours. Enfin, c'est un équilibre comme ça. Et puis surtout, eh ben, il faut apprendre à en mettre beaucoup moins. Et il suffit de 40, c'est 40 ml, enfin, c'est rien du tout. Euh, et ça la va aussi bien. On a été un peu brainstormé par les publicités où à chaque fois on voit la personne, et c'est souvent des femmes malheureusement, on voit la personne dans la publicité qui met un demi-litre de lessive. Donc voilà, il faut aussi réapprendre à consommer différemment, moins, et on a tout autant d'efficacité. Enfin, tu me parlais d'efficacité tout à l'heure, mais en fait, le linge, il est aussi bien lavé qu'en en mettant 1,5 litre. Mais donc c'est tout un travail comme ça. Donc la notion de prix, eh ben, elle est un peu relative, quoi. Et c'est le prix de la qualité. En fait, c'est une sorte de confiance qu'on a avec nos clients. Et est-ce qu'ils pensent que nos bougies à 37 euros, eh ben, en fait, elles en valent 5, et donc on se moque d'eux. Ou alors, pour le coup, eh ben, elles sont équivalentes à des acteurs qui les vendraient à 50, 60, 70 euros. Mais il y a un vrai rapport qualité-prix. Et ça, Ouais, puis pour moi, t'as aussi cette notion de un peu pédagogie, parce que tu vois, typiquement, comme tu disais, bah, ton produit, du coup, il est un peu plus cher. Tu vas l'acheter 18 euros, ton bidon de lessive. Mais du coup, comme tu dis, bah, tu vas faire plus attention à ce que tu vas mettre dans ta machine, combien tu vas en mettre, etc. Et en fait, le fait que tu payes plus cher, je pense qu'inconsciemment, tu fais plus attention aussi. Tu vois? Je suis d'accord. Ouais. Ouais, mais même à l'achat, c'est ça, c'est on explique à nos clients de faire plus attention. Le savon liquide, c'est pareil. Il faut pas, enfin, ça sert à rien d'en mettre trop. Enfin, il mousse bien, il est hyper généreux, il est hyper agréable. En fait, en une petite quantité, ça fonctionne bien. Le liquide vaisselle, c'est pareil. Comme ça coûte 2 euros, une marque de supermarché coûte 2 euros, on en met 4 tonnes. Alors déjà parce qu'en fait, comme on parlait d'efficacité tout à l'heure, souvent il faut en mettre 4 tonnes pour qu'il soit hyper efficace, enfin, toi. Et donc c'est ce retour, il y a une grosse pédagogie, hein. Enfin, il y a faut réapprendre à faire les choses différemment, mais il faut réapprendre à plein de choses. Enfin, c'est ça aussi qui est passionnant dans la démarche, enfin, de développer Kerzon et de faire les choses avec sincérité. Nous, nos premiers ambassadeurs, c'est nos produits. Enfin, je veux dire, l'idée c'est que on a beaucoup de plaisir à voir nos clients revenir dans la boutique ou chez nos revendeurs, enfin, ou en ligne, parce que le produit leur a plu, alors que l'offre est pléthorique, et c'est ça qu'on trouve qu'on trouve intéressant. Et c'est comme ça qu'on a créé Kerzon dès le début avec Pierre-Alexis, en se disant, on fait des produits de qualité, il n'y a pas de compromis sur la qualité, voilà. Et finalement, on évangélise comme ça par le produit. C'est que les gens apprécient et reviennent, quoi. Ouais, trop bien. Et alors, vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez Kerzon ? Pardon ? Vous êtes combien aujourd'hui à travailler 9. chez 9, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années ? De continuer à se développer comme ça. Voilà, là aujourd'hui, on a vraiment une croissance qui se développe bien. On est autonome financièrement. On se déploie. On a maintenant des plans de développement, et on veut que ça continue. On veut continuer à développer des super produits et conquérir de nouveaux territoires. Enfin, c'est ça un peu l'idée. En se disant, aujourd'hui, est-ce qu'on reste indépendant, ou est-ce que on est approché par des industriels, des choses comme ça. Donc, est-ce que pour accélérer notre développement, même si on n'en a pas besoin, est-ce qu'on fait rentrer un business partner qui va nous accompagner pour grandir plus vite, ou lever des fonds? Voilà, on est en pleine réflexion, mais c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est que rien n'est figé, on peut faire évoluer des choses, et tout ça dépend aussi de rencontres qu'on va faire, d'envie qu'on aura. Enfin, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et si on vient justement sur l'organisation de votre entreprise aujourd'hui, donc vous avez des bureaux à Nantes et à Paris, c'est ce qu'on disait. Toi, tu es à Nantes, ton frère est à Paris. Qu'est-ce que tu penses déjà de Nantes d'un point de vue business? Donc ça, tu nous en as un peu parlé, mais ça m'intéresserait qu'on aille un cran plus loin. Ce que je trouve intéressant à Nantes, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, le fait que la ville soit assez centrale, tu peux facilement rencontrer les gens et faire des déjeuners avec
plein d'autres acteurs plein de marques différentes. Mais tu vois, donc on parle des marques, tu vois, Mathilde, on parlait de Mathilde Cabanas, ben alors on arrive à se voir régulièrement, ou Camille de la marque Bashka, ou tu vois, ou Annelise de la marque Bubbles, tu vois, qui elle a commencé un tout petit peu plus récemment que nous, et donc finalement avec qui on échange beaucoup et qui nous apporte elle aussi une vision nouvelle des choses. Nous on lui apporte peut-être un peu plus notre expertise. Donc ça, c'est des marques comme nous qui ont la même vie, du e-shop, des revendeurs, enfin voilà. Et puis aussi, tu vois, toi, la collecte comment Antoine Delobel et Arnaud Delahousse là qui met en place qui met des poubelles ou qui collecte des gravats ou des déchets verts chez les clients et puis qui avec derrière une vraie volonté de revaloriser tout ça. C'est toi des rencontres business qui sont à 10 kills de notre monde quotidien de Kerzon, mais qui sont passionnantes. Et donc, c'est hyper cool aussi de se dire qu'on peut faire des déjeuners avec des gens comme ça. Et c'est ça que je trouve hyper vertueux à Nantes, parce qu'il y a un dynamisme économique hyper varié. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indépendants qui créent des business dans plein de sens, dans plein de domaines, dans l'associatif, dans l'humanitaire. Enfin, c'est hyper riche. Donc ça, je trouve ça, moi, je trouve ça canon, quoi. Ouais, trop bien. Et en termes d'organisation, tu vois, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal d'auditeurs, le fait que vous ayez justement ces deux centres de travail différents géographiquement. Comment est-ce que vous organisez? Tu vois, est-ce que tu dirais, toi, que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place? Voilà, quel est un peu ton retour d'expérience sur le sujet, tu vois? C'est toujours plus simple d'être que toute la boîte sur le même endroit, évidemment. Maintenant, c'est de moins en moins possible. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire que le fait que je sois à Nantes et à Paris, il y a aussi un côté positif où finalement, il y a on s'enrichit un peu de deux univers différents, de deux mondes différents. Donc, je pense que c'est riche pour Kerzon aussi. Après, dans l'organisation, moi, je suis 2 jours par semaine à Paris. C'est hyper facile en train. Enfin, c'est vraiment, c'est la porte à côté. Et après, l'idée, c'est que nous, on a fait le choix avec Julie de partir à Nantes pour des histoires d'immobilier, qu'on avait envie de changer de vie. On préférait déraciner le foyer familial à Nantes et avoir un cadre de vie qui nous correspondait et que je sois pas là 2 jours par semaine plutôt que d'être dans un cadre un peu qui nous correspondait moins et d'être là 100%. Voilà. Et donc après, l'idée, professionnellement, c'est assez simple avec tous les moyens modernes de communication, de Slack, du téléphone, voilà, c'est facile. Le Covid nous a encore plus et les différents confinements nous ont montré que c'était encore possible. Voilà. Après, il y a aussi la nécessité de se voir et donc 2 jours par semaine, c'est bien. Moi, j'y suis on y est avec Julie quasiment toutes les vacances scolaires aussi, donc on crée du lien, mais c'est pas la fréquence. Qui fait le fait qu'on travaille bien ensemble, c'est aussi c'est une sphère de pédagogie de bien apprendre à discuter, à échanger, à prendre facilement le téléphone plutôt que le mail, et puis faire des points réguliers en ligne, mais c'est facile. Et après, au niveau de la vie de famille, c'est vrai que c'est compliqué, mais on a toujours tendance à dire que c'est compliqué pour la personne qui part, qui est en déplacement, mais en fait, le plus compliqué, je trouve que c'est pour la personne qui reste. Pour Julie, c'est plus compliqué pour Julie de rester à la maison, s'occuper des filles tout en travaillant pour Kerzon. Il y a ce côté, elle a un job 100% Kerzon, et puis le soir, il faut s'occuper des enfants. Alors que moi, je suis tranquillement à Paris à bosser, mais j'ai pas cette. Donc voilà, donc on a tous tendance à dire que c'est pour la personne qui part que c'est dur d'être loin, mais en fait, c'est pour la personne, je trouve, qui reste que c'est le plus compliqué parce que les enfants en bas âge, voilà, encore une fois, je trouve que c'est hyper difficile de concilier, c'est un challenge pour des parents que de développer des business et puis d'être disponible pour leurs enfants. C'est ça aussi qui est un équilibre à trouver. Qu'est-ce qui vous plaît, Julie et toi, dans votre nouvelle vie à Nantes? Qu'est-ce que vous aimez? Ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on a plus d'espace et on est dans un cadre de vie qui est assez intéressant. Nous, on aime beaucoup l'eau, la mer. Et donc Nantes, c'est quand même une ville super avec de l'eau. Il pleut beaucoup, mais pas que. Et donc il y a la Loire, l'Èdre, tout ça, c'est sympa. Et on est à facilement une petite heure de la mer.
Donc c'est cool, il y a vraiment moyen de s'échapper. Et puis après culturellement, et économiquement la ville est sympa. Et culturellement, tu vois ce que je dis souvent, mais c'est qu'à partir du moment où une ville a été capable de faire d'un éléphant articulé son emblème, c'est que la ville elle est intéressante, elle a un petit grain, c'est intéressant. Enfin tu vois, la grue jaune, tu vois les colonnes les anneaux de Buren, ce genre de choses, tu vois 30 mots, des choses. C'est une ville qui est un peu excentrique et intéressante. Donc c'est ça qui nous plaît. Et donc il y a des lieux de balade. Il y a vraiment. Alors on n'est pas très souvent dans Nantes parce qu'en fait on est plutôt chez des potes, mais on n'est pas très souvent dans le centre-ville. Mais aux alentours il y a quand même pléthore de lieux de balade. Puis la mer. Moi je suis un grand fan de la mer, donc dès que je vois la mer sur une journée on peut aller en train, en bus, en voiture voir la mer. Donc c'est ça qui est hyper cool quoi. Et est-ce que tu as des adresses fétiches justement à nous partager ? Oui, alors je ne dis pas très souvent dans le centre, mais il y a moi j'habite près de Zola, on habite près de Zola, et il y a un restaurant qui s'appelle l'Incubateur, qui est rue Paul Bert, et qui est un restaurant qui fait une cuisine familiale, et c'est un peu un restaurant solidaire, et qui fait un peu de la réinsertion, de la reconversion de personnes pour leur apprendre le métier de cuisinier et de chef. Et donc c'est une cuisine qui est très originale et familiale, mais avec très du monde, avec du couscous, de la saucisse rougaille, plein de choses. Donc on voyage à un prix hyper intéressant et surtout comme je suis hyper gourmand, c'est selon moi tout modestement le meilleur tiramisu du monde. Et autrement, il y a le Lab qui est à Chantenay, où c'est un énorme bâtiment dans lequel ils brassent leur propre bière, et donc l'espace est hyper grand à l'intérieur et à l'extérieur, et donc en fait c'est un lieu où on peut se retrouver hyper facilement. Moi, j'ai vécu, avec Gilles, on a vécu un peu quelques années aux États-Unis, en Angleterre, et en fait on retrouve un peu l'histoire du pub, le côté convivial où on peut y aller avec plein de potes et des enfants, et on passe un bon moment. C'est un lieu qui nous plaît pas mal. Sympa. Et alors attends, il y a une question que les auditeurs de Rayonnance m'ont posée. Est-ce que bientôt, un jour, on aura une boutique Kersbon à Nantes ? Ouais, alors on avait fait un pop-up avec Mathilde Cabanas et Vachka 2 années là avant le Covid, et on avait trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est dans les tuyaux. On a un peu ralenti le truc avec le Covid, mais voilà, on est persuadé un jour il y aura une boutique à Nantes. Alors après, est-ce qu'on travaille sur quel concept de boutique? Ça sera pas forcément une boutique on l'imagine complètement, mais voilà, on travaille sur des sujets peut-être plus autour du refill, du remplissage. On travaille sur ce sujet parce que on est persuadé qu'il faut commencer à mailler le territoire français sur ce sujet, quoi. D'accord, on attend ça avec impatience. Et écoute, merci Étienne en tout cas merci Léonore d'être venu aujourd'hui nous avoir raconté tout ça. C'était un vrai plaisir et puis à très bientôt. Merci beaucoup Léonore, bonne fin de journée. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode avec Étienne vous a plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez en parler autour de vous, sachez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et puis, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, avec cette fois-ci Clotilde Courtagis, la directrice du passage Sainte-Croix.